Bonjour à tous. Donc du coup, on va parler effectivement d'architecture mobile, comment architecturer son code sur une application mobile. Alors pourquoi je vais vous parler de ce sujet? Ça fait 4 ans et demi maintenant que je suis chez Xebia. J'ai eu l'occasion de travailler sur pas mal d'applications mobiles iOS avec mon téléphone Android. Et voilà, j'ai mis en place plusieurs architectures techniques et j'ai aussi eu à maintenir des architectures sur plusieurs projets. Et la chose dont je me suis rendu compte, c'est que bien souvent, sur ces projets, il n'y avait pas de stack technique, vraiment d'architecture qui avait été mise en place. Ou alors, quelque chose qui ressemblait un peu à une architecture, mais personne ne savait vraiment ce qui avait été mis en place. Petit problème de contact. Et de ce fait, du coup, ce qui se passait, c'est au fil du temps, le code devenait de plus en plus complexe, c'était de plus en plus compliqué à maintenir, il y avait de plus en plus de bugs. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Et c'était un peu accepté. Avec le temps, au final, une application, ça devient complexe. Donc, je voudrais vous montrer que il n'y a pas besoin de faire il y a pas besoin de faire une architecture complexe pour que ça soit réussi. Et donc, l'idée de la présentation, c'est de vous montrer un peu les choix techniques que moi je fais sur mes projets. Le premier point, déjà, sur lequel il faut qu'on se mette d'accord, c'est quoi architecturer? Parce que j'utilise ce mot depuis tout à l'heure, mais il faut qu'on soit d'accord dessus. Et pour moi, il y a deux notions en vrai quand on parle d'architecture déjà. L'idée, c'est de structurer son code, mais l'idée, c'est de bien structurer son code, c'est de faire une bonne architecture. Alors, je pense que vous êtes comme dans la pub, vous n'avez pas spécialement envie de faire une architecture moyenne. On peut mieux faire. Alors, au niveau de l'architecture, moi, ce qui me paraît être une bonne architecture, enfin une architecture, oui, qui est bien, c'est une architecture qui respecte ces 4 points. Donc, premièrement, qui est orientée fonctionnel, métier. C'est-à-dire que quand on regarde votre code, on doit voir le métier apparaître, on doit le comprendre. Quand vous voyez comment vous reconnaissez une église, généralement, visuellement, voilà, d'un point de vue, on va dire métier, ça ressemble à une église. Un supermarché, ça ressemble à un supermarché, ça n'a pas une tête de maison. C'est construit pour le présent, donc on ne fait pas de plan sur la comète. Ça sera quoi l'architecture, le code dans 10 ans, on n'en sait rien. Moi, ce que je vous présente aujourd'hui, ça sera peut-être périmé d'ici 1 an ou 2. Donc on construit une architecture vraiment pour le présent. On fait un code qui est lisible. Donc vraiment, je dois rapidement pouvoir le comprendre, pas me prendre la tête, et surtout qu'il soit cohérent de bout en bout. Ça, c'est certainement la partie la plus compliquée. C'est de réussir à garder un peu les choix techniques qu'on a fait à travers toute notre couche technique. Donc là, si je vous prends par exemple ce magnifique bâtiment, c'est un hôtel qui est situé à Las Vegas. Donc Las Vegas, il y a beaucoup de soleil, hein. Le choix d'architecture qui a été fait, c'est de faire un bâtiment un peu circulaire, très vitré, qui donne sur une piscine. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée, mais circulaire, vitré, soleil, piscine. Voilà, il faut y aller. Enfin, faut aller à la piscine avec beaucoup de crème solaire a priori, parce que sinon vous finissez cramé. Et donc là, c'est un choix d'architecture comme ça qui paraît cohérent, mais placé à Las Vegas, pas tellement en fait. Donc pas une très bonne idée. Faire une bonne architecture, c'est bien, mais du coup, il faut faire aussi une architecture qui soit pérenne. Je disais à l'instant, il faut faire une architecture qui soit construite pour le présent, parce que vous ne savez pas de quoi sera fait le futur. Mais du coup, il faut quand même pouvoir, à terme, faire évoluer votre application s'il y en a besoin. Donc, il faut aussi que votre architecture, quand vous la construisez, elle soit robuste pour toutes les petites modifications que vous ferez dans la vie de tous les jours, notamment pour les bugs. Mais il faut aussi qu'elle puisse évoluer avec le temps pour faire des grosses modifications. Ouais. Du coup, en résumé, une bonne archi, pérenne, pour moi, elle respecte ces 3 points. Donc simple, pas de trucs compliqués, pragmatique, surtout orienté métier, avec du fonctionnel, et puis voilà, qu'elle puisse évoluer au cours du temps. Et on va essayer de faire ça du coup. Alors normalement c'était en 15 minutes, mais on n'y arrivera jamais. Et puis de toute façon, a priori, il n'y a pas ça d'après, donc on peut prendre un peu plus de temps. Euh, donc ce qu'on va faire en premier du coup, c'est qu'on va, comme pour une maison, on va poser une ossature, l'ossature de notre projet. Et pour faire ça, on va faire une structure en couche. Alors pourquoi structurer en couche? L'idée, c'est du coup de séparer les responsabilités de nos classes, de nos objets, de notre application,
en leur attribuant un rôle, chaque couche du coup ayant un rôle. Ça va un peu nous obliger pendant qu'on code à réfléchir du coup à quel rôle on veut donner à une classe. Et surtout si du coup on se retrouve avec une classe qui a plusieurs rôles, c'est qu'on est en train de faire quelque chose qui est un peu bizarre. Et puis surtout, dernier point, par rapport à ce que je disais tout à l'heure pour l'évolutivité, l'évolution, en faisant une structure en couche, une couche n'aura la connaissance que d'une seule autre couche. Donc à terme, quand il y aura besoin de faire des changements, ça sera plus simple parce qu'on n'aura pas besoin, ça n'aura pas d'impact sur toute l'application, mais juste sur 2 couches au maximum. Alors la structure qu'on va adopter dans cette présentation, elle est assez classique, c'est la structure 3 tiers, avec une couche donnée, une couche métier et une couche UI. Alors, je suis désolé, mais à part la lumière, les flèches ne marchent pas. Donc dans la couche donnée, on va avoir tout ce qui va contenir des données. Donc que ce soit les web services ou la base de données, ce genre d'éléments. Dans la partie métier, du coup, on aura toute la logique métier. Donc se loguer, se déloguer, faire des achats, voilà, toute logique métier que vous pourriez avoir dans une application. Et dans la partie UI, du coup, on va avoir tout ce qui va être mise en page, internationalisation, normalement, et puis tout ce qui pourrait être voilà, un peu lié, le formatage en euros, en ce que vous voulez, etc. Et donc, on va avoir voilà, la couche UI qui va connaître la couche métier qui va connaître la couche données, mais on ne va pas avoir la couche UI qui connaît la couche données, par exemple. Donc on va essayer de construire un peu ces 3 couches dans cette présentation, mais il nous manque quand même un élément. C'est les 3 couches, la couche UI connaît la couche métier, qui connaît la couche donnée, mais ça sous-entend quand même qu'elles vont communiquer ces couches. Pour communiquer, du coup, on va utiliser nos modèles métiers. Et donc on va commencer par ça, pour faire une jolie application. L'application qu'on va essayer de faire, un truc très simple, on va juste essayer de faire un panier dans lequel on peut mettre des livres, et uniquement des livres, et on pourra afficher voilà, le prix du panier et passer une commande. Donc pour modéliser ça d'un point de vue métier, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 2 notions, c'est les livres, enfin un livre, et un panier. Bon, un livre, c'est pas très compliqué, hein, voilà, c'est un titre, c'est un prix, à la limite c'est un ID. Bon. Et puis le panier, c'est juste un objet dans lequel je peux ajouter, mettre des livres et avoir le total. Bon, jusqu'à rien de très compliqué, mais déjà, il y a quand même des choses qui pourraient être un peu mieux faites sur cet objet. Là, je ne me retrouve pas vraiment avec un PO, un Plain Old Object. Le total, là, je ne sais pas si vous voyez, on va prendre le truc. Ah ouais, le total, là, il est asynchrone. C'est pas très cool. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire ce genre de choses. Donc déjà, on peut juste en faire, voilà, juste un float. Pas besoin de faire d'asynchrone dans ce type d'objet. Ensuite, là, j'ai une API pour ajouter un livre. Ok. Par contre, je retire un index. Pas beaucoup de sens. Hein. Si je montre ça à un chef de projet ou à, je sais pas, un PO, il va pas comprendre. Non, d'un point de vue métier, j'ajoute et je retire des livres. Donc, autant faire une API métier. Voilà, j'ajoute et je retire des livres. Donc, vos objets métiers, ça va être la notion centrale au cœur de votre application, puisque c'est ce qui va vous permettre de communiquer entre vos différentes couches. Donc, surtout, faites une API métier. Là, c'est ce que je vous montrais avec le add et le remove book. Faites vraiment une API métier. Et surtout, gardez-les les plus simples possibles. Donc, n'ajoutez pas d'asynchrone ou je sais pas quel autre truc compliqué. Gardez vraiment des objets les plus bêtes possibles qui représentent votre métier. Ok, maintenant qu'on a nos objets, on va pouvoir passer à la couche UI. Et on va vraiment essayer de faire une couche UI la plus, on va dire, la plus stupide possible. Donc on va essayer de faire ce petit élément que j'ai appelé un cart item view, dans lequel on va essayer d'afficher le titre et le prix d'un livre. Et puis, bon, alors du coup, on va pas très bien. Puis on va essayer de faire donc cet élément du panier dans lequel on va essayer juste d'afficher, pareil, le total du panier. Donc une manière très simple, je dirais, de faire la chose, c'est je fais une vue dans laquelle du coup je passe le titre et le prix.
puis bah, voilà, je set le titre et le prix, rien de bien compliqué. Et je fais pareil du coup pour la partie récap, je passe le prix et je set le prix. Ok. Bon, ce qui est un peu dommage avec ce genre d'API, c'est que, bah, encore une fois, il n'y a pas vraiment de notion métier qui ressortent. Puis en termes de prix, je peux passer n'importe quoi, je pourrais passer quelque chose qui ne représente pas du tout un prix. Donc la première chose qu'on peut faire déjà, c'est de passer un peu sur une API un peu métier. Là, mon item de panier, ça représente un livre, donc autant que je lui passe un livre. Et là, ma partie récap, c'est la récap du panier, donc autant que je lui passe un panier. Ce qui fait qu'après, ce qu'on peut faire, du coup, bah, voilà, c'est afficher le titre, par exemple ici, en disant, bah, voilà, c'est en majuscule. Et ici, transformer le prix en string qui représente une monnaie. Et là, ce qui est bien, c'est que du coup, ici, on a bien le formatage encapsulé de notre prix. Donc c'est déjà pas mal, je pense que c'est déjà un bon début. Après, on peut aller un peu plus loin. Là, c'est vrai que du coup, on a un peu ça qui se répète ici dans ces deux éléments. On sait qu'une ligne, donc ça, c'est pas très grave. Il faut imaginer que dans une plus grosse application, voilà, ça va être plusieurs lignes qui vont être répétées. Donc la chose qu'on peut faire, c'est de carrément créer des petits composants dans lesquels, du coup, on vient vraiment mettre tous les éléments pour configurer. Donc ici, par exemple, on va faire un composant pour le prix. Un composant, donc j'ai appelé titre, mais c'est oui, voilà, pour le titre, dans lequel je fais pareil, je fais, alors là, capitalize, bon, uppercase, c'est comme vous voulez. Et au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le texte qu'on avait seté par ces composants. Le gros intérêt, c'est qu'ici, du coup, je réutilise mon composant price. Et c'est le genre de composant que vous allez pouvoir utiliser partout dans votre application. Ça va vous éviter beaucoup de code dupliqué. Donc sur la partie UI, ce que vous pouvez faire, premièrement, c'est exposer encore une fois une API métier. Je ne sais pas si le micro marche encore. Vous m'entendez bien ou pas? Donc, exposer encore une fois une API métier, c'est certainement le point le plus important. Et essayer de faire des petits composants qui soient réutilisables pour éviter de dupliquer votre code, le code UI, plusieurs fois dans votre application. Et surtout, essayer de faire un peu là ce qu'on faisait, c'est-à-dire de la composition. Là, j'utilise plusieurs petits composants. Plutôt que de faire de l'héritage, où là, souvent, du coup, vous allez vous retrouver à un moment ou à un autre avec un gros problème de configuration. Donc ça, c'est pour la partie UI. Maintenant, parfois, vous allez quand même avoir besoin d'interagir de manière un peu plus forte avec la partie métier. Par exemple, pour commander le panier. Là, on va essayer de faire des choses de manière un peu plus smart. Et l'idée, c'est de faire des objets que là, j'ai appelés contexte, dans lequel vous allez encapsuler toute la logique métier. Donc là, par exemple, pour le panier, ce contexte va contenir le panier et l'action du panier. Je suis désolé, c'est pas très pratique, j'ai 3 écrans en même temps. Donc, ce que je disais, oui, donc il va contenir l'action du panier. Et tout ce qu'on va faire dedans, au final, c'est de dire, bah voilà, je peux commander un panier seulement si le panier n'est pas vide. Et puis, à ce moment-là, hop, je fais la commande du panier en utilisant un petit objet repository qu'on va voir juste après. Et c'est juste ça, vos objets métiers, au final. Vous allez en avoir très peu dans votre application, si vous faites bien les choses. Et l'idée, c'est que derrière, vous allez passer vos données, donc le panier et l'action, aux composants UI qu'on a fait juste avant. Ces composants un peu stupides. Le gros avantage, c'est que vous allez avoir du coup vos composants UI qui vont être facilement testables et vos composants métiers aussi. Et vous allez avoir deux types de tests, vraiment des tests portés sur le métier et d'autres tests qui seront portés sur l'UI. Voilà, globalement sur la partie métier. Sur la partie données, donc le composant qu'on vient de voir juste avant. Enfin, sur la partie données, vous allez faire
pouvez faire des repositories. Alors généralement, le genre de choses que vous allez faire, c'est ça. On va faire une méthode checkout qui va prendre le panier, et puis on va avoir des callbacks success et failure. Dedans, on va faire un bel appel à réseau qui va appeler un objet pour faire les appels à réseau, qui va récupérer le JSON, et puis du coup, on va décoder le truc, et puis on va regarder le résultat, etc. Ça, ok, ça marche, mais c'est beaucoup de code dupliqué. Toute cette partie-là, au final, ça va revenir dans tous vos appels à réseau, à chaque fois. Puis je sais pas si vous arrivez à lire, c'est pas très lisible. Il y a même une grosse erreur dans le code que j'ai écrit. Je vous laisse la trouver. Voilà, c'est pas très lisible. Donc ce que vous pouvez faire à la place déjà, c'est plutôt que des callbacks, c'est de faire des promises ou du RX si vous voulez. Mais les promises dans ce genre de cas, ça marche très bien. Et puis vous pouvez vous construire surtout des petits objets qui vont vous permettre de faire des API très simples. Donc là, au final, j'ai créé un objet qui me permet de créer des requêtes. Et ici, mon panier, ça devient juste faire une query de l'URL checkout en lui passant le panier, et je fais juste la requête. Et je récupère le résultat. Et tout le reste encapsulé dans ces objets. Et au final, ici, du coup, en 4 lignes, je peux même faire aussi récupérer le panier. Ça me fait beaucoup moins de lignes pour faire ces deux requêtes que ce que j'ai écrit juste avant, qui n'en faisait qu'une seule. Pourquoi je vous donne ce point-là? C'est que souvent, les repositories, la partie requête, c'est vraiment un point qui est négligé par les développeurs. On se retrouve avec, voilà, si je veux rajouter une nouvelle requête dans mon application, je vais être obligé d'écrire 10, 15 lignes qui vont être juste du dupliqué des lignes que j'avais déjà pu écrire les fois précédentes. Donc sur cette partie-là, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit simple, qui soit très réutilisable et qui soit lisible. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, si je vous, enfin ça, je pense que c'est à peu près compréhensible par tout le monde, même par des non-développeurs. Et c'est surtout ultra maintenable. Si vous avez besoin de créer une nouvelle requête, c'est facile. Si vous avez besoin de la modifier pour X ou Y raison, c'est facile aussi. Deux autres points par rapport à ça: essayez de faire des repositories qui soient stateless, donc ne sauvegardez aucun état dedans, renvoyez juste les données. Et surtout, faites une API, enfin une méthode par API. Donc là, j'ai une méthode, une API, je vais y arriver. J'ai une méthode pour checkout le panier, parce que j'ai une API checkout. J'ai une méthode pour récupérer les livres, parce que j'ai une API pour récupérer les livres. Et de la même manière, si vous avez plusieurs fournisseurs de web services, faites plusieurs classes. Ça vous aidera à maintenir la chose. Donc ça, c'est pour l'ossature globale. On a fait UI, métier, données. Maintenant, quelques petits éléments en plus, à commencer par les providers. Donc là, je vous parlais des repositories, je vous en ai montré un, c'est les web services, mais souvent, vous allez en avoir plusieurs. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que le panier, je check out, mais à terme, je vais peut-être vouloir sauvegarder les informations en local dans une base de données. Si on continue avec l'archi que je vous ai montré au début, ça voudrait dire que dans le contexte, je ferai d'abord l'appel au repository, au web service, pour ensuite sauvegarder également en base de données locale. Un truc qui est, on va dire, plus sympa, c'est de faire cet objet intermédiaire que j'ai appelé card provider et qui, lui, va s'occuper de réunir vos différents repositories et de faire vos différentes requêtes. Le gros avantage, et donc au final, ici, dans le contexte, au lieu d'utiliser directement les repositories, on va utiliser des providers. Le gros avantage, c'est que ça va éviter que vous fassiez grossir vos contextes, vos objets métiers, avec des choses qui ne sont pas réellement tout de suite en rapport avec le métier. L'autre gros point, c'est que ça va vous permettre de synchroniser plus facilement vos repositories. Donc là, synchroniser votre base de données locale avec vos web services et vice-versa. Alors, on va faire dans ce sens-là. L'injection de dépendance. Tout à l'heure, je vous disais que avec des objets comme ça, c'est facilement testable. C'est vrai, et en même temps, je vous ai un peu menti. Ici, le card provider et le repository que j'avais mis avant, le card provider, il prend pas mal de choses en paramètres que j'ai omis pour le moment. Ça fait que quand je veux tester cette classe, je suis coincé avec ce card provider. Et surtout, ce contexte,
à connaissance du card provider et de toutes ses dépendances. Donc la chose sympa, généralement quand même, c'est de sortir toutes vos dépendances de votre classe et de les passer globalement dans le init. Ce qui fait qu'ici, le contexte n'a plus de notion de comment est construit le card provider. Et pour les tests, au final, j'ai juste à moquer cette classe. C'est un principe comme ça, quand je vous le présente, qui a l'air simple, mais je pense qu'on est pas mal à l'oublier. Donc le gros point sur ça, sur ce genre d'éléments, c'est que quand vous passez vos dépendances à travers l'init, vous allez vraiment vous simplifier la vie pour faire vos tests et vous allez découpler vos objets. Si je reprends sur ces slides, imaginons que je modifie le Web Service Repository pour x ou y raison, qui lui-même prend des nouvelles choses dans le init. Ça va avoir un impact ici sur cette classe-là. Et donc aussi potentiellement sur mes tests. Une fois que j'ai injecté, au final, cette classe-là ne sera plus impactée. La seule qui sera impactée, ça sera le card provider. Et donc grâce à ça, du coup, vous allez vraiment découpler énormément vos classes, vos dépendances et gagner en maintenabilité. Dernier point, c'est les tests unitaires. Normalement, du coup, on n'avait pas le temps d'en parler, donc je ne vais pas beaucoup en parler. Mais faites des tests unitaires. Et surtout, dites-vous que si vous n'arrivez pas à faire des tests unitaires, c'est pas que votre test unitaire il n'est pas bon, ou je ne sais pas quoi. C'est certainement que l'archi que vous avez mis en place, les choix d'architecture que vous avez fait n'étaient peut-être pas les bons. Donc, revoyez votre architecture et revoyez votre code plutôt que de zapper le test unitaire ou de faire un test unitaire qui fait 50 lignes. Voilà, donc en conclusion, l'idée c'est que là on a fait très rapidement parce qu'on n'avait que 15 minutes et j'ai dû déborder un peu. On a fait une architecture simple avec très peu d'éléments. On a fait des petites classes. Comme vous avez vu, au fur et à mesure, on a un peu refactoré certaines classes. L'idée, c'est que certaines choses que je vous ai montrées ne sont pas forcément non plus parfaites, mais c'est pas grave. Vous avez la possibilité, avec une architecture comme ça, simple et avec des petites classes, de refactorer au fur et à mesure. Vous avez la possibilité, à terme, de casser certains éléments et de les remplacer par de nouveaux, parce qu'il y aura des nouveaux frameworks qui seront sortis. Et grâce à ça, du coup, vous allez avoir une application qui va être maintenable au cours du temps et qui va être, je dirais, compréhensible, parce que vous l'aurez fait métier, et compréhensible aussi pour les nouveaux développeurs qui viendront sur votre projet un jour. Je vous remercie. Et tout d'abord, merci beaucoup pour le talk, c'était très intéressant. Et ma question, c'est est-ce que l'architecture ne dépend pas d'une partie du framework utilisé? Ouais, effectivement, si tu utilises un framework qui t'impose une architecture, il y aura certainement une partie qui sera un peu dépendante du framework. Après, de manière générale, dans ce que j'ai présenté, il y a quand même beaucoup de concepts qui sont, je dirais, universels à tous les frameworks ou qui devraient l'être et qui sont universels à tous les langages. Là, bon, j'ai parlé du coup que d'iOS, mais la plupart des principes que j'ai montrés peuvent se faire aussi sur Android. Donc, potentiellement, il y aura une partie qui sera dépendante du framework que tu vas choisir, mais globalement, non. Est-ce que tu pensais à quelque chose de particulier par rapport au framework, justement? À quelque chose que tu as vécu? Pas principalement, mais des fois on est drivé vraiment par le framework qu'on utilise. En fait. Et ma question c'était plutôt en fait, c'est quoi le pourcentage en fait quand on a une architecture générique? C'est quoi à peu près le pourcentage en cas de changement de framework Est-ce qu'il y a une refonte derrière de plus de 50%, 20%, 10% en fait en fonction de... C'est compliqué à dire, ça dépend à quel point le framework drive l'architecture. S'il drive 100% de l'architecture et que tu changes de framework, c'est sûr que là il va y avoir beaucoup de refactoring. Après, généralement, les frameworks vont surtout driver sur la partie métier et je dirais peut-être aussi un peu sur la partie UI. Donc après, ça peut déjà faire un bon 80%. Mais sur des éléments comme la partie réseau,
il y a peu de chances que ça soit drivé par ton framework. En tout cas, ça ne devrait pas. Bonsoir. Bonsoir. Dans ton exemple, tu passais le book à l'interface utilisateur. Ouais. Dans un sens, ça veut dire aussi que le modèle pollue la couche interface utilisateur. Ouais. Non, c'est pas que je trouve ça mal, mais j'ai déjà vu des gens qui avaient la position contraire, c'est-à-dire dire on veut absolument pouvoir utiliser les composants. Donc, plutôt que parler de titre de livre, on va dire que c'est un titre principal, par exemple, ou un titre secondaire, et une image, ou une image view, plutôt que dire c'est une couverture de livre. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Dans les frameworks iOS et Android, il y a des composants génériques, des table views, ce genre de choses et tout, donc qui sont utilisables par tous. Par contre, il y a un moment où je pense qu'il faut faire un composant qui soit métier, au-dessus. Et ce composant métier, du coup, il peut après utiliser, pourquoi pas, un title générique, un title 2, qui eux sont des composants qui, pour le coup, n'auront pas de notion métier. Mais c'est pas les composants que tu vas utiliser directement dans ton code. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je préconise. Il vaut mieux utiliser du coup un composant au-dessus de ça qui lui aura une notion métier. Et justement, si tu fais de la composition plutôt que de l'héritage, ça posera pas de problème. Parce que ça peut être que de la configuration, par exemple, ou ce genre de choses. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, juste pour partager là-dessus, moi en ce moment je suis en train de faire du Flutter avec du Dart et je suis en train de faire des choses assez similaires, et notamment par rapport au block pattern que donne Google. Donc en tout cas, ça me rassure de voir que... C'est un peu inspiré de React et tout sur certains éléments. Donc, Alors du coup j'ai une question qui n'est pas forcément liée à l'architecture, mais du coup là je vois qu'on parle d'Android, Android iOS. C'est quoi comme langage derrière pour faire de l'iOS avec de l'Android? C'était quoi, du JavaScript? C'était quoi exactement? alors là, c'était du Swift. Les exemples, c'était purement des exemples iOS. D'accord. Mais voilà, ça s'adapte à du Kotlin à peu de choses près. D'accord, ok. Merci déjà pour la présentation. Et j'ai une question à propos du... Est-ce que vous faites du développement cross-platform en mobile? Pas chez Xavier. D'accord. Et qu'est-ce que vous conseillerez comme technologie si vous en connaissez? Il ne faut pas trop en conseiller puisqu'on n'en fait pas. Donc, souvent, c'est du React Native. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres. Peut-être du Vue Native, mais voilà. Non, pas Xamarin. Ou Flutter. Voilà. Mais après, par contre, de manière étendue, même sans connaître tout à fait les plateformes, après, ils ont leur spécificité donc, par rapport au framework. Mais pareil, une bonne partie des éléments que j'ai donnés sont valables aussi pour du développement cross-platform. Puisque même certains patterns que j'ai pris sont plus ou moins inspirés de React et compagnie. J'ai une question. Oui. La conception que vous avez montrée tout à l'heure, à savoir les composants stupides, les composants qui connaissent un peu le contexte, vous avez dit qu'ils sont inspirés de React. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que pareil, dans le développement mobile natif, est-ce que vous utilisez des state managers comme Redux? Est-ce que ça a un sens dans le contexte natif? Est-ce que ça peut, pareil, améliorer la conception d'une appli mobile? Alors pour le moment, je ne suis pas encore allé jusque-là. Ça sera à voir. Je pense que Redux a ses avantages et ses inconvénients, donc ça sera à voir. Mais après, par contre, il y a un peu... là, bon, je montrais vite fait le checkout action. Ça peut être une notion intéressante que d'apporter un peu cette notion d'action qui met à jour un état. Après, qu'il soit global ou local, ça va avoir à discuter, mais ça peut être intéressant de faire ça. C'était justement ça ma question. Ouais. Comment vous gérez un état qui est partagé entre plusieurs composants UI? Pour le moment, moi, dans mes applications, ce que je fais, c'est que j'ai un objet un peu global
qui contient les informations globales, donc par exemple l'utilisateur connecté. Et ce que je fais, c'est que du coup, comme j'ai de l'injection de dépendance, je peux injecter les données globales dont il a besoin. Donc au final, il n'a pas la notion directe de cet objet global. Ça peut venir de n'importe où, mais il se trouve que ça vient d'un objet un peu global, enfin, global tout court. Merci. Oui. Il va me poser la question pour lui. Alors moi, c'est vu que tout à l'heure, par manque de temps, on est passé rapidement sur les tests unitaires. Ouais. Je voulais savoir si tu avais des choses du coup à ajouter là-dessus. Alors, comme ça, est-ce que j'ai des choses à ajouter sur les tests unitaires? Essayer de faire. Alors, moi, ce que j'aime bien faire comme type de test unitaire, c'est les tests BDD, Behavior Driven Design Development, parce que ça a un peu tendance à vous driver sur la manière d'écrire vos tests et de vous faire réfléchir aux différents cas. Après, sur les tests unitaires, je pense qu'il faut, de la même manière que sur l'architecture, il faut que ça reste simple. Donc, je vous mettais par exemple 10 lignes. Il faut vraiment en fait que le test unitaire, ça soit le given, when, then, mais en très peu de lignes, quoi. Et le then, c'est juste un test. Comme ça, voilà, quand ça échoue, vous savez pourquoi votre test unitaire a échoué. Après, qu'est-ce que je peux ajouter sur ça? Globalement, moi, ce que je teste, ça va être les contextes, puisque c'est là qu'il y a toute la logique métier. La partie UI, ça va plus être des tests UI, mais vu que là, c'est des petits composants réutilisables, simples, limite certains n'ont pas beaucoup de dépendance sur l'UI. Même ces composants-là sont limite testables en test unitaire. Je sais pas, tu voulais savoir d'autres choses en particulier? Je veux pas te lancer sur les autres archives. Mais... MVP, MVVM, tout ça, non? Merci.